Bonjour à tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous. C'est votre frère Reno Boris Mbota. Une fois de plus, je viens devant votre petit écran pour aborder la question du message du temps de la fin. Et nous allons juste intituler notre sujet « Origine artificielle du nuage du 28 février 1963 ». Nous allons aborder ce sujet d'une manière particulière, d'une manière que nous n'avons peut-être pas encore abordé jusqu'ici, en apportant les éléments démonstratifs de l'origine réelle de ces nuages. Parce que nous avons trois questions qui se sont toujours posées autour de ces nuages du 28 février 1963 dans le monde notamment du message de William Branham. La première question, c'est celle de savoir si le nuage est naturel, ou encore si le nuage est surnaturel, ou encore si le nuage est artificiel. Et devant ces trois questions, beaucoup de réponses ont été apportées, mais nous allons aujourd'hui apporter des évidences puisque les questions ont été posées. Ceux qui ont posé des questions avaient obtenu des réponses à ces questions et avaient donné et communiqué des réponses, mais qui malheureusement n'ont pas voulu être acceptées par tous. Mais nous allons entrer ensemble avec vous dans les évidences scientifiques pour démontrer l'origine du nuage du 28 février 1963. Pour commencer, un nuage naturel est une masse visible de milliards de gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace en suspension dans l'atmosphère. Il se forme lorsque de l'air chaud et humide s'élève, se refroidit et se condense autour des particules en suspension comme la poussière ou le pollen, appelés noyaux de condensation. Et là, nous sommes dans le cadre naturel et nous pouvons regarder au-dessus de nos têtes en pleine journée. Nous allons voir les nuages. Il n'y a pas de problème avec cela. Mais le deuxième, c'est que nous avons des nuages artificiels. Et quand on parle de nuages artificiels, c'est un phénomène induit par l'activité humaine ou créé technologiquement. Cela inclut aussi des traînées de condensation des avions, des panaches de tours de refroidissement, ainsi que la technique d'ensemencement des nuages utilisée pour simuler les précipitations en dispersant des particules fines comme l'iodure d'argent dans l'atmosphère. Et en troisième lieu, nous avons le nuage surnaturel ou encore divin. Celui-là, c'est celui qui se forme autour des expériences surnaturelles précises, notamment, nous avons la nuée qui est descendue sur la montagne de Sinaï pour rencontrer Moïse. Pendant toute une semaine, elle demeura là, donc elle est descendue visiblement, et elle est demeurée là visiblement devant tout le peuple d'Israël pendant toute une semaine, jusqu'à ce que le septième jour, Dieu appelle Moïse à entrer dans la nuée. Et aussi celle qui avait recouvert le Christ sur la montagne de la transfiguration, où la Bible nous dit que lorsque Pierre a proposé de construire 3 tentes pour abriter le Christ, Élie et Moïse, alors la Bible dit qu'une nuée les recouvrit et déroba ainsi ces derniers à leur égard. Et la voix est sortie pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Alors, maintenant ici dans ce numéro, nous allons alors entrer ensemble avec vous puisque nous devons commencer par souligner d'abord, en tout premier lieu, que les États-Unis d'Amérique, notamment l'État d'Arizona où s'est déroulé le phénomène qui est mis en problème aujourd'hui dans le monde religieux du message de William Branham, c'est cet État d'Arizona est entouré de 3 grandes bases de Air Force, notamment à Vandenberg, en Californie, au Pacifique et aussi dans le New Mexico. Ainsi, le 28 février 1963, le domaine de l'astronautique des États-Unis avait procédé au lancement d'un satellite de reconnaissance optique KH-4 Corona depuis la base de Vandenberg, Point Angelo, à l'aide d'une fusée Thor Agena 2. Ainsi, nous pouvons regarder ici le rapport. Nous lisons, comme vous pouvez le voir être affiché, nous lisons juste le point. Au milieu, on nous parle de lancement. Donc, lancement le 28 février 1963 à 21h48, temps universel, depuis le LC-775-35 de la base aérienne de Vandenberg par un Thor Agena 2. Et on nous signifie ensuite l'orbite NA détruit le 28 février 1963. Regardez bien, il est bien dit détruit le 28 février 1963. Et à la partie mission, on nous dit ce qui suit. Rapport historique, on nous dit mission, rapport historique. L'US Air Force a déclaré qu'un lanceur Thor amélioré, utilisant une combinaison de propergol liquide et solide,
lancé depuis la base aérienne de Vandenberg avec un satellite non identifié, a été délibérément détruit après avoir dévié de sa trajectoire. Le lanceur Thor amélioré offrait une poussée accrue passant de 77 à 150 tonnes, soit près du double de sa puissance initiale et une puissance presque équivalente à celle du premier lanceur Atlas. Alors, donc, vous comprenez ici, nous avons aussi là, juste en bas de cette information, vous avez vous avez les liens, c'est-à-dire que la source de cette information, vous pouvez vérifier. Donc déjà ici, dans ces liens, on nous parle du lancement d'une fusée Thor missile Agena 2 à 21h48 en temps universel. Notons ensemble avec vous que l'heure locale, c'est-à-dire que le fuseau horaire est de -7 par rapport au temps universel. Donc 21h48 ici, au temps local, ferait 14h48 minutes. Donc déjà ici, on nous parle du lancement d'une fusée. Nous sommes là le 28 février 1963, donc notamment à 14h48 minutes. Alors ça, c'est d'abord le tout premier rapport que nous avons lu à ce sujet. Alors, par la suite, après que cela eut lieu le 28 février 1963, il y a eu la destruction intentionnelle de cette fusée parce que cette dernière commençait à dévier de sa trajectoire et a connu des problèmes dans son fonctionnement. Après le décollage, alors l'ordre a été donné d'abattre cette fusée. Mais cette fusée venait d'être remplie. Elle était remplie avec tout ce qu'il fallait pour pouvoir effectuer un très long voyage. Et voilà qu'il est détruit à une certaine altitude, notamment plus d'une quarantaine de kilomètres. Et cela s'est passé le 28 février 1963. Mais par la suite, alors, on va alors retrouver le tout premier magazine qui va parler de cet événement. Nous sommes dans Science Magazine du 19 avril 1963, au volume 140, numéro 3564. Juste en couverture, il nous a dit ce qui suit. Un nuage en forme de cercle a été vu au coucher du soleil le 28 février 1963 au nord de l'Arizona et dans les États voisins. La hauteur, telle qu'estimée à partir de 4 photographies prises à Tucson en Arizona, à environ 190 miles, soit 306 km au sud du nuage, qui est apparu dans le ciel bleu de Flagstaff et est environ 35 km. Et cette photo a été prise par Clarence E. Peterson de Bremerton dans le Washington, alors qu'il regardait pratiquement en direction du nord près du camp Verde en Arizona. Le caractère inhabituel du nuage était évident pour les observateurs qui avaient remarqué sa luminosité étonnante longtemps après le coucher du soleil au niveau du sol. Il se trouvait à au moins 11 km plus haut que la limite supérieure possible de traînée formée par un avion à réaction et se trouvait au moins 5 km plus haut que le nuage nacré qui produisent des reflets colorés, des régions polaires, dont on a précédemment fait mention. Sa vraie nature est encore inconnue. D'autres photos sont recherchées à des fins de triangulation. Voilà. Alors donc, opération qui consiste à mesurer. Maintenant ici, qu'est-ce que nous constatons? On constate que dès le 19 avril 63, le magazine Science va publier un article à ce sujet. L'article est publié au sujet du nuage vu ou photographié le 28 février 1963 avec toutes les particularités qui sont mentionnées. Et on nous parle ici, on nous dit que le caractère inhabituel du nuage était évident pour les observateurs qui avaient remarqué sa luminosité étonnante longtemps après le coucher du soleil au niveau du sol. Alors, qu'est-ce qui explique cela d'abord pour commencer, pendant que nous évoluons? Et on nous dit d'abord aussi que sa vraie nature est encore inconnue. Donc là, nous sommes en date du 19 avril 63. La vraie nature de ce nuage est encore inconnue parce que l'expérience venait de se passer juste quelques 2 semaines en amont. Alors, donc déjà ici, quand on veut parler de la raison pour laquelle il y avait cette luminosité, c'est juste comme vous pouvez regarder sur ce schéma qui est là présenté devant vous. En regardant sur ce schéma, vous allez constater une chose. Nous avons là notre globe terrestre et nous avons les tout premiers nuages qui sont des nuages naturels. Donc les nuages qui sont dans
notre atmosphère qui sont là. Et il y a aussi la position de l'observateur et il y a le nuage dans le ciel, très haut, très haut. Et pourquoi est-ce que ce nuage est-il visible dans l'obscurité, c'est-à-dire que le soleil s'est déjà couché, mais pourquoi est-ce qu'il est visible? C'est juste parce que étant tellement haut, les rayons solaires, puisque le soleil est en train de coucher, presque aux 6 degrés au-dessus de l'horizon, ces rayons peuvent frapper ce nuage qui est si élevé, à tel point que l'observateur qui se trouvant dans sa position puisse voir ces nuages étant luminescents. Vous voyez? Alors, donc, cela peut aussi s'expliquer. Nous avons, par exemple, cet extrait ici. Vous avez, par exemple, cet extrait. Je vous mets cet petit extrait. Vous allez voir quelque chose qui s'est déjà passé aussi. Ça fait pas longtemps que cela s'est passé. Et vous rendre compte, effectivement, que ce phénomène est possible, même dans l'obscurité la plus profonde, mais tout dépend de la hauteur de la formation de ce nuage. Regardez, suivant cet extrait, ce petit extrait. Alors, donc, vous avez vu, vous êtes rendu compte que c'est pratiquement le même phénomène apparent qui s'est produit en cette date-là du 28 février 1963, où, malgré le coucher du soleil, malgré que le soleil s'était déjà couché à l'horizon, le nuage est resté luminescent pendant près d'une demi-heure dans le ciel. Et au fur et à mesure que le nuage se déplaçait et le soleil aussi déclinait, jusqu'à ce que ce nuage puisse s'en aller. Alors, après le magazine de 19 avril 1963, c'est au tour du magazine Life du 17 mai 1963 de publier l'article suivant avec la photographie et il nous a dit, nous pouvons lire ici, il a dit, suspendu comme un gigantesque cercle de fumée, un immense nuage apparut au-dessus de Flagstaff, en Arizona, le 28 février dernier au soir. Ce fut le début d'un long mystère scientifique. Des observateurs frappés par la structure inusitée et par l'énorme dimension du nuage prirent les photographies à partir des localités différentes dans l'État. Dr. James McDonald, un météorologue de l'Institut de physique atmosphérique de Tucson, recueillit les photographies. Il les utilisa comme base pour les calculs trigonométriques et fit d'étonnantes découvertes suivantes. Le nuage reposait à une altitude de 26 miles et mesurait près de 30 miles de large et bien plus haut et plus grand qu'aucun nuage ne devait l'être. Le nuage était trop haut pour avoir été fait par un avion et jusqu'à cette date, toujours selon le docteur McDonald, il n'y eut aucune fusée missile porteur ou bombe testée dans les environs ces jours-là. Il invite tous ceux ayant à leur possession de le lui prêter afin de lui fournir de nouveaux indices quant à ces fameux nuages de 26 miles de haut. Il est à noter qu'à cette altitude, il ne se forme aucune condensation pouvant former un nuage. Nous sommes là dans l'article magazine Life du 17 mai 1963. Alors, ce qui va déjà intéresser, frapper nos croyants du message de William Branham, c'est l'expression mystère scientifique. Et pour eux, le mot mystère, c'est un mot qui excite. Or, lorsqu'on parle du mystère ici, on parle juste d'un événement dont on n'a pas suffisamment d'informations pour l'élucider. Donc, ça n'a rien à voir avec le mystère comme on parle au niveau de la Bible, le mystère de Dieu. Comme quoi, une vérité cachée par Dieu qui est censée être révélée. Mais ici, il s'agit d'un élément dont on n'a pas suffisamment d'informations pour pouvoir l'éclairer ou clarifier le pourquoi de cet événement. Maintenant, ici, on se rend compte que lorsqu'on nous dit, l'article nous dit, le nuage était trop haut pour avoir été fait par un avion et jusqu'à cette date. Quelle date? La date de la publication qui est le 17 mai 63. Donc, jusqu'à date du 17 mai 63, il est bien dit que selon le docteur McDonald, il n'y eut aucune fusée, missile, porteur de bombes testé dans les environs ces jours-là. Donc, c'est jusqu'à la date du 17 mai 1963. Donc, jusqu'à là, il n'y avait pas d'informations adéquates pour permettre à James McDonald d'élucider ce mystère scientifique.
Alors, par la suite, on va se rendre compte que l'enquête sur l'origine des nuages du 28 février 1963, apparue à Flagstaff le 28 février, a été confiée à McDonald, au docteur James McDonald, ainsi que son équipe scientifique de l'Université d'Arizona à Tucson. Et dans ses analyses, James McDonald avait émis plusieurs hypothèses dans son premier interview, mais après avoir recueilli d'autres éléments beaucoup plus sérieux, cela a conduit ainsi ces derniers à exclure les premières hypothèses et à n'en retenir que ce qu'ils trouvaient plus pertinent. Parmi les hypothèses retenues, il y avait celle-ci, c'est-à-dire une explication possible. Et pour McDonald, lors de son premier interview, il a émis aussi cette hypothèse possible, donc qu'il y ait eu une explosion de fusée à Vandenberg. Et il va en parler, il va nous dire une recherche dans les journaux de la côte ouest pour le 28 février 63 a révélé une brève note sur la destruction intentionnelle d'un propulseur de lancement de satellites militaires le 28 février 1963. De plus amples informations ont été trouvées dans le numéro du 11 mars 63 de Missiles and Rockets, qui contenait l'article suivant. L'armée de l'air a délibérément détruit un satellite secret supposé appartenir à la série Discover après l'avoir lancé à bord du Superdub Thor le 28 février de Vandenberg AFB. Les 4 moteurs ont été allumés au lancement, mais un écart par rapport à la trajectoire programmée a obligé les responsables de la sécurité à détruire le propulseur avant la séparation de la charge utile. Le Thor à poussée augmentée, TAT, est un Thor à carburant liquide avec 3 fusées solides, thiocols espacées autour du boîtier Thor. Alors donc déjà ici, on se rend bien compte qu'il y a un élément qui vient déjà nous interpeller. Donc, James McDonald va alors prendre connaissance de cette information qui était déjà publiée dans les numéros du 11 mars 63 dans Missile and Rocket. Et puis qui va continuer par la suite. C'est McDonald qui continue, n'est-ce pas? McDonald continue en disant, c'était le premier test de la combinaison. Il est devenu essentiel de trouver l'heure de cette détonation et d'explorer d'autres détails portant sur le nuage. Donc, à la fois par enquête directe et par enquête par l'intermédiaire du bureau de recherche naval à Pasadena. De plus amples informations ont été demandées. M.I.I. Clary, scientifique en chef à Vandenberg, a très gentiment fourni des informations non classifiées sur ce vol. On se souviens bien des informations non classifiées. Donc, les informations qui sont classifiées ne pouvaient pas être soumises à McDonald. Mais on lui a soumis des informations non classifiées sur ce vol. Il continue en disant, le booster a été détruit à une altitude de 146 pieds, 146 000 pieds, presque directement au-dessus, mais un peu plus au sud de Vandenberg, AFB, à 13h52. À 13h52. Et dès que cette information a été reçue, elle a semblé offrir le premier indice solide quant à l'origine du nuage de Flagstaff. L'altitude à la détonation était proche de l'altitude du nuage estimé par photogrammétrie et le moment de la détonation a obligé à envisager très sérieusement la possibilité que le nuage de Flagstaff soit une conséquence de la détonation. Une question cruciale était de savoir si l'intervalle de temps entre la détonation au-dessus de Vandenberg et le passage du nuage au-dessus de Flagstaff correspondrait à la vitesse de dérivée du nuage estimée par photogrammétrie, ou encore d'autres observations indépendantes de la vitesse du vent. En prenant 18h40 heure locale comme heure de passage au-dessus de Flagstaff, le temps de détonation est de 14h52, qui est égal à de 14h52, implique un temps de dérive hypothétique de 3h48 minutes. La distance aérienne entre Vandenberg et Flagstaff est de 510 miles, soit 820 km. De sorte que la vitesse de dérive
moyenne minimale requise pour associer ces deux événements est près de 135 mph, soit égal à 217 km par heure. Et cette vitesse de dérive requise est nettement supérieure à celle estimée à environ 110 mph, soit 177 km par heure par Shelley, et encore plus éloigné de 77 à 95 mph estimés à partir des photos de Lorsberg. Ainsi, l'accord sur la vitesse de dérive semblait plutôt médiocre, même si l'accord de hauteur entre la détonation et le nuage semblait très encourageant. Il était clairement nécessaire de rechercher d'autres données sur le vent. C'est pourquoi une enquête a été menée concernant d'éventuelles données d'observation du Meteorological Rocket Network. Et nous avons ici le lien. Vous pouvez vérifier cette information pour lire l'intégralité. Alors maintenant ici, nous remarquons une chose. Donc, McDonald était déjà en possession des informations qui lui permettaient d'établir une hypothèse. L'hypothèse, c'était laquelle? Qu'il y a eu l'explosion d'une fusée missile Thor Agena D au-dessus de Vandenberg et que c'est cette traînée-là qui s'est retrouvée au niveau du Flagstaff. Mais le problème demeurait ce qu'il voulait calculer ainsi le rapport qu'il y a entre l'explosion qui s'est produite là-bas à des kilomètres. Comment est-ce que cela s'est produit à l'heure où cela s'est produit à 14 heures? Et comment se fait-il que vers 18 heures, au coucher du soleil, cela se retrouvait à plus de 800 et quelques kilomètres? Alors, il fallait tenir compte de la vitesse des vents à ce niveau-là. Donc, il avait d'abord des hypothèses, il fallait qu'il fasse de vérifications. Alors, après étude et analyse de ce long rapport de James McDonald, nous pouvons alors nous poser quelques premières questions qui vont nous permettre de saisir qu'est-ce que nous avons observé. Après l'exclusion de toutes les autres hypothèses, une seule piste sérieuse a été retenue pour l'enquête, notamment la destruction intentionnelle de la fusée Thor Agena D au-dessus de la base militaire américaine de Vandenberg. Et en plus, l'explosion à Vandenberg et le nuage aperçu au-dessus de Flagstaff étaient situés à la même altitude sensiblement, notamment 44 km. Donc les deux avaient la même altitude. La fusée a été frappée à 44 km d'altitude et le nuage a été vu aussi au-dessus de Flagstaff à la même altitude. C'était déjà des éléments qui devaient interpeller. Et ensuite de ça, en troisième lieu, la piste selon laquelle le nuage de Flagstaff était l'échappement de l'orgole condensé qui a voyagé pendant un peu plus de 3 heures de temps de Vandenberg jusqu'à Flagstaff n'a jamais été exclue par les scientifiques, puisque cela partait exactement dans la direction du vent qui souffle de l'ouest à l'est et à une vitesse précise. En plus de cette question-là, il y a aussi le point que nous devons considérer, c'est que la seule et l'unique chose qui restait à élucider pour les spécialistes, c'était de déterminer avec exactitude la vitesse de dérive initiale et la direction de dérive du nuage d'explosion. Et si on pouvait déterminer la direction de dérive du nuage d'explosion, ainsi que la vitesse de dérive initiale, alors on pouvait tirer des conclusions sur le rapport qu'il y a entre les deux événements, c'est-à-dire l'explosion de la fusée depuis Vandenberg et ensuite le nuage qui a été photographié au-dessus de Flagstaff en Arizona. Et en cinquième lieu, il y a eu un deuxième nuage, ça on doit le souligner, similaire, mais un peu plus petit que le nuage principal qui a été également observé toujours à Flagstaff, à quelques kilomètres du premier nuage. Ainsi, les enquêtes étaient toujours en cours pour déterminer également l'origine de ces petits nuages circulaires. Pourquoi il y en avait deux? Alors, en sixième lieu, on peut toutefois retenir aussi une chose, déjà dans cette introduction, c'est que il y a eu d'autres nuages aussi inhabituels qui ont été également observés toujours par la population d'Arizona qui était habituée déjà à ça, notamment la soirée du 23 mai 1963, ils ont observé un autre nuage aussi, précisément à 21 heures. Et leurs origines étaient également à l'étude. Alors, de quoi s'agissait-il réellement? Nous avons lu ensemble avec vous que le 28 février, il y a eu
une opération militaire qui a été effectuée, qui s'est soldée par l'échec de la mission et il fallait détruire cette fusée intentionnellement. Mais allons alors avec les hommes scientifiques, puisque nous, ce que nous donnons sont des informations que nous avons recueillies de ceux qui ont vécu, expérimenté les faits, fait des démarches et recueilli des informations. Dans son interview dans le magazine Weatherwise de volume 16, numéro 3, du 4 juin 1963, à la page 99, le physicien James McDonald va rapporter ce qui suit concernant le fameux nuage. Il va nous dire: nous savons maintenant que l'anneau reposait à une altitude de 43 km au-dessus du niveau de la mer. Incertitude présentée d'à peu près 1 km, ce qui surpasse de beaucoup le champ de 20 à 30 km des nuages nacrés d'Arctique. Le nuage se trouvait directement au-dessus de Flagstaff, Arizona, à environ 18h40 et plusieurs excellentes photos montrant la variété sans précédent de la structure des vagues intérieures furent reçues de personnes habitant cette région. Alors, McDonald va alors ajouter quelque chose. Déjà ici, vous comprenez ensemble avec moi que lorsque McDonald prend la parole ici, dans cette publication du 4 juin 63, McDonald précise que nous savons maintenant. Donc, lorsqu'il dit nous savons maintenant, ça veut dire que c'est un élément qui est déjà conclu. Ça veut dire que c'est une information qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc, ils ont cette information avec certitude. Et il va continuer dans la page 148 du même magazine. Il dit: qu'est-ce que c'était? Je cherche encore la réponse. C'était bien au-dessus de la limite supérieure de formation de traînées de condensation. Aucun vol de X-15 n'a eu lieu ce jour-là et l'altitude dépassait largement ma limite supérieure de 27 km, estimée thermodynamiquement, pour laquelle les moteurs fusées à ammoniac et à oxygène liquide d'un X-15 peuvent former des traînées de condensation. Aucune activité n'a été constatée sur le site d'essai du Nevada ce jour-là et des enquêtes menées auprès de plusieurs autres bases de défense du sud-ouest n'ont rien donné. Cependant, un bref article de presse relatant la destruction intentionnelle d'une fusée au-dessus de la base aérienne de Vandenberg en Californie ce même jour a déclenché des investigations qui se poursuivent encore à ce jour. Voilà l'un des articles que les croyants du Messa, notamment le pasteur Richard Dioka Sangounja, aiment quelquefois ausculter pour dire que lorsqu'ils ont posé la question qu'est-ce que c'est, les scientifiques ont dit je cherche encore la réponse. Non, mais ils cherchaient encore la réponse à cette date, s'il vous plaît. À cette date, nous étions là en date du 4 juin 1963. Donc là, McDonald dit qu'il cherche encore la réponse. En quelle date? 4 juin 1963. Il précise, il écarte les premières hypothèses, comme quoi il ne peut pas avoir, il ne s'agissait pas du vol d'un X-15, et encore, il est parti aussi, il a parlé du fait que il n'y avait pas d'opération militaire ou encore des roquettes tirées, selon les enquêtes qu'ils ont menées au niveau des bases de défense du Sud-Ouest, mais il a quand même souligné le point important, là où nous avons mis en gras ce qu'il a dit. Cependant, donc après qu'il ait eu connaissance des autres hypothèses énoncées, il va conclure, il va atterrir, il dit: cependant, un bref article de presse relatant la destruction intentionnelle d'une fusée au-dessus de la base aérienne de Vandenberg en Californie, ce même jour, a déclenché des investigations qui se poursuivent encore à ce jour. Alors donc déjà ici, lorsque McDonald est en train de donner cette information dans cette revue, McDonald a lu, il a pris connaissance de l'information tirée de l'article qu'il vient de mentionner, du 11 mars 63. Mais malgré ça, McDonald n'est pas entré directement en contact avec la base militaire américaine. Et en plus de ça, lorsqu'il a pu contacter cette base, on ne lui a fourni que des informations qui ne sont pas classifiées. Voilà, qui sont déclassifiées, parce qu'il y a des informations secret défense qui ne peuvent pas être offertes à n'importe qui. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que la fusée a été détruite à la même altitude que le nuage aperçu à Flagstaff, c'est-à-dire à 44 km d'altitude. Et selon toujours les physiciens, il aurait fallu une forte poussée de vent, soit de plus de
217 km par heure pour que le nuage puisse parcourir 820 km de Vandenberg jusqu'à Flagstaff, qui doit prendre à peu près 4 heures du temps. Voyez? Alors donc, ce qui fait que lorsqu'on a détruit la fusée, regardez bien la distance et même les timings, la fusée est détruite à 14 heures et il faut au moins 4 heures du temps pour parcourir 820 km à une vitesse de 217 km par heure. Et voilà que le nuage est vu au-dessus de Flagstaff pratiquement au coucher du soleil, soit 4 heures du temps plus tard, de 14 heures à 18 heures. Vous voyez bien? Alors, lorsque McDonald va continuer, il va dire ce qui suit, toujours dans le même revue. Il continue en disant, une fusée porteuse de satellites militaires a explosé à une hauteur de 44 km à 13h52, aire du Pacifique, presque au-dessus de Vandenberg, base de l'armée de l'air. Il aurait fallu une moyenne brise pour pousser le nuage causé par cette explosion jusqu'au-dessus de Flagstaff, qui est à 510 miles plus loin. Ce nuage aurait dû voyager plus de 135 mph. Vous voyez? Alors, selon encore ce rapport, le physicien va nous apprendre qu'il soufflait de vent très fort, 12 heures avant la détonation et après la détonation mentionnée. Mais le doute persistait toujours à son niveau, car selon lui, ces vents sont souvent trop bas pour être une bonne explication à cette énigme. Bon, c'est normal puisque nous étions encore dans le stade des hypothèses, nous sommes encore au début de ce grand mystère scientifique qu'il fallait élucider. McDonald va continuer toujours. Des enquêtes aux bases de White Sand et du Petemogu ont rapporté de très forts vents 12 heures avant et après la détonation mentionnée plus haut. Cependant, ces vents sont souvent trop bas pour être une bonne explication à cette énigme. Et au moment de la publication ici de cet article, nous sommes là en juin 1963, le professeur James McDonald soupçonnait que le nuage ait pu être produit par le lancement d'une fusée. Mais il manquait de preuves suffisantes pour étayer ce propos ou pour le faire asseoir. Et il a rapidement trouvé des preuves qu'il cherchait. Voyez? Et sa conclusion finale quant à l'origine du nuage a été exposée dans la lettre que nous allons lire un peu plus bas. Maintenant, alors, donc en prenant ce que nous donne comme information certaines autres sources, notamment on peut prendre même Wikipédia, nous pouvons lire ce qui suit. Il est dit, le 28 février 63, une nuée inhabituelle en forme d'anneau a été observée dans le ciel au-dessus de l'Arizona, suscitant l'intérêt de la communauté scientifique et du public. Le professeur James E. McDonald, météorologue à l'Institut physique atmosphérique de l'Université de l'Arizona, a entrepris une enquête approfondie pour déterminer l'origine de ce phénomène. Et on nous dit, observation initiale, la nuée a été largement observée près du coucher du soleil, notamment au-dessus de Flagstaff en Arizona. Des photographies prises depuis Tucson, situé à environ 190 miles au sud de la nuée, ont permis d'estimer initialement son altitude à environ 35 km. Analyse et conclusion, on nous dit, après une collecte exhaustive de rapports d'observateurs et l'analyse de photographies, le professeur McDonald a révisé l'altitude estimée de la nuée à environ 43 km. Il a établi un lien entre cette nuée et l'explosion en haute altitude d'une fusée Thrust Augmented Thor Agena-2 lancée depuis la base aérienne de Vandenberg en Californie le même jour. La fusée destinée à placer un satellite d'espion en orbite a dévié de sa trajectoire, conduisant les contrôleurs de mission à la détruire à une altitude d'environ 33,5 km. Voilà, la source est là, Wikipédia. Et on nous ajoute encore comme information, la conclusion du professeur McDonald a été publiée dans un article intitulé Stratospheric Clouds over Northern Arizona dans le magazine Science d'avril 1963. Il a également détaillé ses observations dans un article intitulé Cloud Ring in the Upper Stratosphere, publié en juin 1963.
Ainsi, les recherches du professeur McDonald ont permis de déterminer que la nuée observée le 28 février 1963 résultait de l'explosion en haute altitude de la fusée Thor à Grenadier, offrant ainsi une explication scientifique à ce phénomène céleste inhabituel. Alors, donc déjà là, s'il s'agissait seulement de se référer aux travaux de McDonald, le voyage s'arrête là. Le voyage s'arrête là. Mais pour ce qui nous concerne, puisque nous sommes censés apporter tous les éléments qu'il faut autour de cette affaire, la réponse scientifique autour de cette affaire pour déterminer s'il s'agissait d'une nuée artificielle ou surnaturelle ou encore divine. Il est très important alors de noter ensemble que lors des investigations, alors que les investigations continuaient, le 15 juin 1963, il y a eu encore un autre nuage mystérieux qui a apparu, en date du 15 juin 1963. Alors, ce nuage qui est aussi apparu, qui a été observé, qui a été aperçu au nord-ouest de Tucson, en Arizona, était haute de 71 km, donc plus haut que le nuage du 28 février 1963, qui n'était qu'à 44 km d'altitude. Mais cette fois-ci, nous avons un nuage qui se retrouve à 75 km d'altitude. Et après investigation, 3 mois plus tard, c'est-à-dire le 20 septembre 1963, ce n'est plus James McDonald qui va faire le rapport au sujet de ce nuage, mais ce sont ses collègues qui vont intervenir, ses collègues du travail de l'Université d'Arizona à Tucson, notamment Aden, Menel, Barbara, Middlehurst et Ewen Whitaker. Selon eux, le nuage semble provenir d'un lancement de fusée. Ils vont en parler. Vous avez là la Science Magazine, donc le lien est là, du 15 juin 1963. Vous voyez? Alors, quelques mois plus tard, soit le 2 novembre 1963, un troisième nuage mystérieux a été observé toujours dans l'État d'Arizona et cette fois-ci à 56 km d'altitude. Donc, celui du 28 février était à 44 km d'altitude et ensuite celui du juin a été à 71 km et cette fois-ci, le troisième se retrouve à 56 km d'altitude. Et c'est le troisième, la troisième apparition. Après études et investigations, 2 mois plus tard, soit le 3 janvier 1964, ce n'est plus James McDonald qui va faire le rapport, mais apparemment, il avait abandonné déjà le projet. Le projet, vu que ça ne l'intéressait plus, puisqu'il n'avait pas trouvé une trace d'OVNI, puisqu'il était le tracker d'OVNI, et il n'avait pas trouvé une trace d'OVNI dans cette affaire de 28 février 63, d'où, ayant déjà l'information, il avait pratiquement abandonné le projet. Parce que pour lui, il était arrivé à la conclusion de comprendre ce qui avait résulté la formation de ce nuage du 28 février 1963. Et d'où, lorsque on regarde ici même, quand McDonald a écrit même le livre sur les ovnis, il n'a même pas fait mention de ces nuages du 28 février 63 comme étant l'une des hypothèses pouvant faire asseoir ses propos sur l'existence des objets volants non identifiés, notamment des ovnis, parce qu'il était à la traque des petits hommes verts. Donc, il cherchait des extraterrestres. Et comme il a trouvé que le nuage-là ne pouvait rien lui rapporter, il avait déjà abandonné ces projets-là et ont déjà obtenu les réponses aux questions qui s'étaient posées. C'est donc encore ses collègues de la même structure et de ses collègues de travail, notamment Aden B. Menel et Caroline P. Menel, qui viendront rendre publique cette conclusion concernant tous les nuages qui apparaissent non seulement en Arizona, mais dans tous les États du sud-ouest des USA. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont nous dire ce qui suit, lisons. Ils vont dire, la mesure du nuage noctulescent filamenteux du 2 novembre 63 donne une hauteur de 56 km. L'étude du mouvement et de l'orientation du nuage confirme l'hypothèse selon laquelle ces nuages inhabituels apparaissant dans les États du Sud-Ouest sont produits par les lancements de fusées de la gamme des missiles du Pacifique. Donc là, nous avons une conclusion claire. L'affaire est réglée. Nous avons une conclusion et la conclusion est faite en date du 3 janvier 64. La science dit très bien
que l'étude du mouvement et de l'orientation du nuage confirme l'hypothèse. Donc avant, c'était une hypothèse. Mais cette fois-ci, ce n'est plus une hypothèse simple, mais c'est une hypothèse confirmée. Voilà, donc lorsque on parle déjà de la confirmation de l'hypothèse, on n'est plus dans les suppositions, mais ça veut dire qu'on a atteint une conclusion. L'affaire est conclue, l'affaire est close. D'où ils vont dire l'étude du mouvement et de l'orientation du nuage confirme l'hypothèse selon laquelle ces nuages inhabituels apparaissant dans les États du Sud-Ouest sont produits par le lancement de fusées de la gamme des missiles du Pacifique. Et lorsqu'il parle de ces nuages inhabituels apparaissant dans les États du Sud-Ouest, les États du Sud-Ouest, il y a aussi l'Arizona. Voilà, donc l'Arizona, qui sont tous les États du Sud-Ouest, et tous ces nuages-là, la conclusion scientifique nous dit que l'hypothèse est confirmée. Et c'est quelle hypothèse qui est confirmée? C'est que ces nuages habituels apparaissant dans les États du Sud-Ouest sont produits par les lancements de fusées de la gamme des missiles du Pacifique. Vous avez le lien qui est là. Vous voyez? Alors, James McDonald, qui bien sûr au début avait émis de différentes hypothèses, qu'il avait tout de suite écartées, parce que ces hypothèses qu'il avait émises ne tenaient pas du tout debout. Mais l'unique hypothèse qu'il avait gardée jusqu'à la fin et qui ne s'en était pas écartée, c'était celle de l'explosion d'une fusée. C'est celle-là qu'il a conservée. Donc déjà, le fait que James McDonald ait pu considérer cette hypothèse comme une piste sérieuse met hors jeu tout ce qui s'oppose à sa version et à sa conclusion. Puis, un peu plus tard, 6 mois plus tard, comme on vient de le lire, après son interview de 4 juin 1963, ses collègues vont aboutir à la même conclusion et confirmer cette hypothèse selon laquelle tous les nuages inhabituels apparaissant dans les États du Sud-Ouest sont produits par des fusées. Et cela n'exclut pas les nuages du 28 février 1963. Ce débat a été alors clos depuis janvier 1964 sur le cadre scientifique. Mais l'aveuglement des branhamistes et leur entêtement, notamment William Branham qui était là, parce qu'il devait rechercher, continuer à fouiller dans les revues scientifiques pour avoir des réponses à ces questions. Malgré que la science avait déjà donné la réponse à cette question, William Branham, lui, il avait ignoré cette question et il a continué à amplifier et à modifier cette histoire afin de l'adapter à son ministère. Mais l'aveuglement ainsi des branhamistes les enfonce davantage sur le fait que si ils acceptent cette vérité concluante aujourd'hui de l'origine artificielle de ce nuage du 28 février 1963, cela ferait écrouler tout le message de William Branham. Alors maintenant ici, avant que nous puissions aller sur le point de chuter, il est important que nous disions quelques éléments qui viendront encore compléter cette information. Notons ensemble avec vous que déjà la science avait clôturé ce dossier depuis la date du 3 janvier 1964, où la conclusion a été donnée comme quoi tous ces nuages-là qui sont produits par des fusées. Donc, il n'y a pas de nuages surnaturels, c'est faisant voir là-bas, mais tout est le produit des fusées. Alors, maintenant ici, par la suite, on va alors prendre certaines informations, puisqu'il y a certains qui sont têtus, qui veulent toucher certains éléments du doigt. On va lire ici la lettre du co-chercheur du professeur McDonald à l'Institut physique atmosphérique. Qu'est-ce que nous lisons dans cette lettre? Voilà, la lettre là. On voit ici la lettre signifie l'Université d'Arizona, Tucson, Arizona, et la référence là, l'adresse est donnée. Institut de physique atmosphérique, bâtiment numéro 81. La date de rédaction, c'est le 5 juin 1980. Qu'est-ce qui est écrit? Monsieur Robert est mort. Cher monsieur mort, le docteur McDonald n'a publié aucune autre étude sur le nuage annulaire apparu au-dessus de Flagstaff, hormis l'article de Witherwise que vous avez cité dans votre lettre du 2 juin 1980. Il s'est convaincu, ainsi que d'autres personnes ici à l'Institut, que le nuage était dû à un rejet d'eau dans la haute atmosphère par la détonation d'une fusée tirée de Vandenberg. Le docteur McDonald s'intéressait à de nombreux problèmes simultanément et avait tendance à passer rapidement à de nouveaux problèmes, repoussant la publication à plus tard, voire ne la faisant jamais. D'ailleurs,
il était très perturbé par les gens qui prétendaient que le nuage était en réalité un anneau d'ange, porteur d'un message divin. Cette histoire a été propagée par un prédicateur dont les idées se sont retrouvées dans un livre. Au fil des ans, nous avons reçu des lettres de personnes intéressées par la signification religieuse du nuage. À mon avis, il n'y en a aucune. Le nuage est apparu de la manière suggérée par le docteur MacDonald, cordialement signé Luigi Battan. Alors, vous voyez bien ici que ce collaborateur qui a travaillé avec MacDonald sur ce projet, qui répond ici, vous voyez. Et qu'est-ce qui signifie ici? Il mentionne le fait que cette histoire, il dit bien, dans le troisième paragraphe, il dit, d'ailleurs, il est très perturbé, donc MacDonald est très perturbé par les gens qui prétendaient que le nuage était en réalité un anneau d'ange porteur d'un message divin. Cette histoire a été propagée par un prédicateur dont les idées se sont retrouvées dans un livre. Donc les idées sur cet ange-là, et les 7 anges qui sont venus apporter les messages divins, se sont retrouvés dans un livre. Et ils ont voulu alors, en quelque sorte, influencer MacDonald pour que ce dernier puisse attribuer à ces nuages-là les caractères spirituels. Vous voyez? Et ici, au troisième paragraphe toujours, il signifie, dit, au fil des ans, nous avons reçu des lettres des personnes intéressées par la signification religieuse du nuage. Donc les gens voulaient qu'on leur donne la signification religieuse du nuage, alors que ces gens, c'était des scientifiques qui ne pouvaient pas leur apporter la signification religieuse. C'est Branham qui a inventé la signification religieuse de ce nuage, puisque vous savez qu'au niveau de la religion, c'est le monde du dogme. Donc, il a inventé une signification religieuse pour attribuer à quelque chose qui n'avait rien à voir avec la religion un caractère sacré. Vous voyez, il est lié à son prétendu message. Et notre homme ici conclut. Il dit, à mon avis, il n'y en a aucune. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune signification religieuse à ce nuage. Le nuage est apparu de la manière suggérée par le docteur MacDonald. Voilà les informations des témoins, ceux qui ont travaillé sur le dossier. Vous voyez? Et dans son livre de 1987, le prophète guérisseur, Douglas Weiser révéla lui aussi à ses lecteurs que le nuage avait été créé par l'explosion d'une fusée Thor. Et son ouvrage connut ainsi une large diffusion parmi les principaux pasteurs de ce mouvement de William Branham. Déjà là, nous étions en 1987. Vous voyez? Et quand on arrive en 1991, John Kenna, ancien adepte du message de William Branham, publia lui aussi une série d'articles affirmant que le nuage avait été créé par l'explosion d'une fusée Thor. Il fut le premier à publier les lettres incluses dans cette vidéo que nous sommes en train de lire. Dans ces articles qu'il a eu à publier ont suscité un vif intérêt auprès des leaders du message de William Branham étant aux États-Unis. Et la lettre suivante que nous allons lire provient alors de l'historien en chef de l'armée de l'air américaine. Et comme vous le voyez bien, on va garder le nom pour préserver leur anonymat, puisqu'ils avaient été longuement harcelés par les croyants du mouvement, les adeptes de William Branham, pendant des années, parce qu'ils voulaient à tout prix, comme ils ont harcelé MacDonald, que ces derniers puissent affirmer que le nuage n'était pas d'origine naturelle, mais qu'il était d'origine surnaturelle. Et c'est pourquoi nous n'allons pas communiquer certaines de leurs références pour éviter cet harcèlement. Maintenant, ici, qu'est-ce que nous lisons dans cette lettre? Cette lettre du chef du bureau de l'histoire de l'armée de l'air des États-Unis, on lit ici la lettre, c'est écrit le 26 janvier 1995. 30e escadron spatial, bureau d'histoire. Et nous avons toutes les références qui sont là, et on nous dit aumônier George B. Green. Qu'est-ce qu'il a dit? Cher aumônier Green, nous vous remercions pour votre lettre du 19 janvier 1996, demandant des informations sur les photographies du nuage soi-disant mystérieux, publiées dans le magazine Life du 17 mai 63. D'après les informations que vous m'avez envoyées et une vérification croisée des registres de lancement de missiles de la base aérienne de Vandenberg, le docteur James MacDonald de l'Institut de physique atmosphérique de l'Université d'Arizona a tout à fait raison.
Le nuage apparut au-dessus de Flagstaff, en Arizona, le 28 février 1963, a été causé par la libération des particules de propergol non brûlées et d'eau déposée dans la haute atmosphère, moins dense, par un missile lancé depuis Vandenberg. Lorsqu'un nuage résiduel se forme, on parle de phénomène crépusculaire. Bien que ce phénomène soit le plus souvent visible la nuit, le nuage d'eau gelée et de propergol peut parfois être observé après un lancement d'ions. Le 28 février 1963, l'armée de l'air a lancé 2 missiles depuis Vandenberg. Le premier missile était un Atlas II surnommé Pitch Pine, lancé à 1h02, heure locale. Le véhicule était dirigé par le Pacifique Sud où il a été ciblé par un missile Nike Z de l'armée. Le deuxième missile a été un propulseur spatial Thrust Augmented TOR, TAT, tiré à 13h48 et en raison d'un dysfonctionnement du moteur, les officiers de sécurité du champ de tir ont détruit le véhicule 2 minutes après le décollage. Il est difficile de dire avec une certitude absolue lequel des 2 missiles était responsable de la création du nuage mystérieux qui aurait dérivé au-dessus de l'Arizona quelques heures après le lancement. Quoi qu'il en soit, l'observation rapportée dans Life était le résultat d'une opération militaire et non d'une intervention divine. 6 juin, les rapports de mission déclassifiés après vol confirmant les 2 lancements de missiles du 28 février 1963 et des photos des 2 véhicules. Je suis également. Alors, donc, ici, on voit bien la lettre qui est adressée. Maintenant, ici, pendant que nous lisons cette lettre, j'aimerais que vous gardez à l'esprit la conclusion de la lettre qui est mise en gras. Quoi qu'il en soit, l'observation rapportée dans Life était le résultat d'une opération militaire et non d'une intervention divine. Alors, vous voyez, donc, l'armée de l'air américaine a également rendu public les documents suivants qui avaient été déclassifiés en 1995. Nous pouvons lire ici, qu'est-ce qui est dit? Thor Airborne System, le moteur à propergol solide numéro 2, ne s'est pas allumé au décollage et ne s'est pas largué comme prévu, temps 70 secondes. La perte totale de contrôle à environ temps 100 secondes a entraîné la désintégration et la destruction du véhicule à environ T plus 127 secondes. Regardez bien. Vous voyez, donc, nous avons là les informations qui sont données, qui confirment qu'il y a eu destruction de ces engins. Il y a eu destruction de ces engins. Ainsi, nous pouvons aussi voir le compte rendu déclassifié d'un lancement de fusée du 28 février 1963, où nous pouvons effectivement regarder dans l'intégralité et se rendre compte aussi qu'il est signifié ici dans la partie en rouge. J'ai lu juste cette partie. Il est dit Aden a participé au lancement de fusées depuis la base aérienne de Vandenberg en Californie. Il a immédiatement reconnu le nuage de McDonald comme provenant de l'explosion d'une fusée après l'après-midi du 28 février 1963. Nous avons informé McDonald de l'événement. Voilà. Donc déjà là, vous comprenez ensemble avec moi que ce n'était pas un secret. Donc c'était déjà connu. Donc ce n'était pas, alors que pendant que cela était déjà révélé dans le monde scientifique, la réponse était trouvée, William Branham continuait à mystifier le nuage pour pouvoir l'attribuer à son ministère. Vous voyez, le professeur McDonald avait également contacté directement les ingénieurs ayant participé au lancement de la fusée du 28 février 1963 et il avait reçu leur confirmation personnelle que leur fusée était bien à l'origine de la formation de ce nuage. Et un ingénieur ayant participé au lancement avait même confirmé avoir reconnu le nuage, comme nous venons de le lire, et comme étant dû à la fusée qui
a été lancé le même jour de l'apparition de ce nuage. Et cette information est communiquée par l'ingénieur dans la lettre suivante. Et on peut voir la lettre ici, il est dit, c'est Aden Marjorie Menel, Santa Barbara, Californie. Et on écrit aumônier George Grain, nous sommes là le 26 août 96. Qu'est-ce qui est dit? Lisons. Il est dit, cher aumônier Grain, votre demande a ravivé des souvenirs qu'il y a plus de 30 ans, lorsque nous vivions dans l'est du pays au 10 121 MT Le Monde en Catalina, Highway. Oui, nous avons vu des nuages lumineux la nuit, certains avant 1963, mais de plus en plus fréquemment les années suivantes. Un nuage particulièrement intéressant a été rapporté par le docteur James McDonald, qui pensait à l'époque qu'il s'agissait d'un nouveau type de nuage naturel qui se formait d'une manière ou d'une autre à très haute altitude. La photo prise depuis Flagstaff était en effet spectaculaire. Un gigantesque anneau de fumée, bordé de petits filaments. Ce n'était pas comme l'explosion ultérieure de la navette spatiale qui avait laissé une traînée de fumée provenant des propulseurs d'appoint à propulgol solide, ce qui a conduit à la catastrophe. Cependant, le Titan II est propulsé par un carburant liquide et il ne laisse donc aucune traînée jusqu'au point d'explosion. Aden a participé au lancement du fusée depuis la base aérienne de Vandenberg, en Californie, et a immédiatement reconnu le nuage McDonald comme provenant de l'explosion d'une fusée l'après-midi du 28 février 1963. Nous avons informé McDonald de l'événement. Étant donné que des nuages noctiluques naturels sont observés en haute latitude, pendant les mois d'été, McDonald a raisonnablement conclu que son nuage annulaire était également d'origine naturelle. Il a été déçu d'apprendre qu'il ne s'agissait que d'un nuage artificiel. Nous avons une courte section sur ces nuages artificiels dans notre ouvrage populaire Sunset, et il donne des références, il continue, vous voyez. Alors, donc, il descend un peu plus bas, il continue, il parle, voilà, il descend, dernier paragraphe, qu'est-ce qu'il dit? Nous avons publié plusieurs articles scientifiques sur ces nuages de fusée et vous avez dit connaître celui de Barbara Middlehurst et Ewen Whittaker, donc dans Science 141, il donne des références, voilà, il descend un peu plus bas, vous voyez? Alors, donc déjà ici, on comprend déjà, d'ailleurs, finissons la lettre, au dernier paragraphe, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, à ce moment-là, ils sont devenus si courants que nous avons jugé inutile de les signaler, car toute la communauté scientifique savait désormais d'où ils provenaient. Voilà, donc, ils ont dit, malgré qu'il y a eu des nuages à répétition, voilà, en 63, donc il parle ici de la date de 2 novembre 63, et il parle de 64, il parle des nuages de 63. Alors donc, il a dit que c'était devenu comment? Tellement courant, n'est-ce pas? Il dit que ces événements, ces apparitions étaient devenus tellement courants que le fait qu'ils étaient devenus tellement courants les avait emmenés à juger inutile de les signaler car toute la communauté scientifique savait désormais d'où ils provenaient. Donc, ce n'était plus de mystère. Voilà, ce n'était plus de mystère. Vous voyez? Mais ici, il y a une chose qui interpelle mon attention, qui a retenu mon attention, c'est le fait que ce spécialiste dit, il parle de la déception de McDonald. McDonald a raisonnablement conclu que son nuage annulaire était également d'origine naturelle. C'était son souhait. Il a été déçu d'apprendre qu'il ne s'agissait que d'un nuage artificiel. Donc, pour McDonald, le nuage du 28 février, il voulait qu'il soit naturel pour qu'il puisse parler de l'espoir d'avoir découvert un certain type de nuage qui se forme à une certaine altitude. Mais lorsqu'on vient lui apprendre que c'était un nuage artificiel, il était totalement détruit. Il était vraiment déçu. Et la dernière lettre que nous pouvons lire, c'est celle de la veuve du professeur McDonald, qui a également confirmé par lettre que son mari avait conclu que le nuage avait été créé par une fusée. Nous sommes là le 10 septembre 1996. Elle écrit à George
Green. Elle dit, cher aumônier Green, merci d'avoir partagé les documents déclassifiés du département de la Défense que vous avez obtenus de l'armée de l'air des États-Unis concernant le nuage inhabituel en forme d'anneau observé au-dessus du nord de l'Arizona le 28 février 63. Ces documents confirment les conclusions scientifiques de mon mari, le docteur James et McDonald, selon lesquels ce nuage stratosphérique a été causé par l'explosion en haute altitude d'un missile tiré de la base aérienne de Vandenberg en Californie. Je salue vos recherches diligentes et minutieuses visant à découvrir la vérité sur l'origine de ce nuage qui a suscité tant de controverses et de cultes. Sincèrement, Bestie McDonald. Voilà. Donc, elle souligne que ce nuage a suscité quoi? Tant de controverses et de cultes. Donc, le culte au niveau du monde du message, qui commence à adorer ce nuage et à lui attribuer tous les noms. Alors donc, durant des années, de nombreux pasteurs du message prirent pleinement conscience de l'information concernant ces nuages, comprenant que ces nuages n'étaient pas d'origine surnaturelle. Nombreux sont des pasteurs qui ont compris ça depuis des années. Certains d'entre eux prêchaient fortement la seconde venue de Christ. Vous qui êtes dans les tabernacles, vous allez vous rendre compte que je ne vais pas citer certains noms, parce que j'en ai connu certains qui étaient des géants, des leaders qui ne pouvaient pas prêcher sans parler de la parole faite chair, sans parler de la seconde venue de Christ, de la nuée. Mais quand ils ont fait le voyage aux États-Unis, il y a l'un de ces leaders, par exemple ici au Congo-Brazzaville, qui est revenu et qui, dès qu'il a pris la parole, il dit, nous avons viré sans clignoter. Ça veut dire que nous avons embrassé certaines choses sans vérifier, pour voir si il fallait réellement prendre ce chemin-là. Et à partir de ce moment-là, on n'entend plus ce monsieur prêcher avec force la seconde venue de Christ, venant le 28 février 1963 dans une nuée, comme il le prêchait auparavant. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont pris conscience que le nuage du 28 février n'était pas d'origine surnaturelle. Ce nuage est d'origine surnaturelle dans les bandes de Branham, dans les propos de Branham, mais dans la réalité, après vérification, ce nuage n'est pas d'origine surnaturelle. Et c'est ce que vous êtes aussi en train de comprendre ensemble avec moi. Mais cependant, malgré qu'ils avaient, nombreux d'entre eux qui avaient compris déjà cela, cependant, cette information au sujet de ce nuage qui n'était pas surnaturel ne fut pas partagée avec les fidèles ordinaires. Voilà, les fidèles ordinaires n'avaient pas droit à cette information. Mais l'information a été dissimulée parce qu'on ne voulait pas que les fidèles ordinaires puissent entrer en contact avec cette information puisqu'on a fait reposer leur foi sur ce nuage. Jésus est venu dans sa seconde venue pour confirmer que Branham est le prophète comme Jean-Baptiste et pour nous donner un message par lequel nous devons obtenir la foi de l'enlèvement qui va nous permettre de partir un jour dans l'enlèvement. D'autres sont déjà même enlevés, ainsi de suite. Donc, tout gravite autour de ce nuage. Maintenant, si le nuage qui est le centre de gravité du message est désacralisé, du coup, la chose tombe. Et les pasteurs, eux, ils savaient. Ils le savaient depuis des années. Au moins, l'année où je suis rentré en contact avec cette information, je n'ai pas hésité. J'ai dit aux amis, Fabranham nous a menti. Et c'était chaud. Ils n'ont pas pu démontrer le contraire. Je me suis mis au large. Et il y a même un ami, j'étais surpris d'apprendre d'un ami que j'aimais bien, pasteur aussi, qui m'a signifié, il a dit non, mais il dit, toi, c'est maintenant que tu l'apprends. Il dit, mais moi, je suis au courant de ça, ça fait des années, ça fait longtemps que je suis au courant de ça. Moi, ça ne me dit absolument rien. J'ai une maison à payer, j'ai des études, des enfants à supporter, j'ai tout ça là. Bon, tu veux que j'aille leur dire ça, et après, qu'est-ce que je vais devenir? Vous voyez? Donc, les gens sont là pour d'autres intérêts. Donc, ils étaient au courant. Ils avaient l'information, mais ils ont gardé cette information, ils l'ont dissimulée. Vous voyez? Et après avoir découvert la véritable origine du nuage, plusieurs pasteurs influents comme, on peut citer les noms, comme les Raymond Jackson, et au moins, voilà, ils n'en parlent plus jamais. Et ils ont décidé de ne plus jamais parler de ça. Et d'autres aussi, vous allez constater que dans votre tabernacle, si votre pasteur ne veut plus parler de la nuée du 28 février 1963, c'est qu'il est déjà rentré en contact de l'information et il est conscient que cette information est vraie. Que la nuée du 28 février 63 n'était pas d'origine surnaturelle, mais était une nuée artificielle.
Elle n'était même pas naturelle, mais artificielle. Alors, regardez déjà. Regardez une chose. Pendant que nous évoluons, si déjà Dieu a interdit qu'on puisse façonner des images taillées, qu'on puisse les adorer, c'est qu'on ne doit pas adorer l'artificiel, ce qui est fait de main d'homme. Et Dieu aussi a interdit qu'on puisse adorer ce que lui, il a fait. Le soleil, la lune, les oiseaux, tout ça là. Vous voyez, donc ce qui est naturel. Donc, la nuée naturelle est exclue de l'adoration. La nuée artificielle est exclue de l'adoration. Et même la nuée divine, si elle pouvait descendre, elle n'est pas digne d'adoration. C'est Dieu seul qui est digne d'adoration. Et Dieu est esprit. On n'a pas besoin d'une image pour le représenter ou le représentant pour qu'on puisse se prosterner devant elle et dire, voilà, c'est notre Dieu qui est là, voilà, 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 et raconter tout autre dogme. Du coup, on égare les gens de la vérité de la parole. Parce que le tout premier commandement, où Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, et le deuxième, tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque. Ça veut dire que Dieu exclut non seulement l'adoration de ce qui est naturel, mais aussi l'adoration de tout ce qui est artificiel. Il exclut tout ça. Mais dans le monde du message, ce passage-là ne dit absolument rien aux gens. Vous voyez? Rien aux gens. Alors, lorsque on voit ici, on va se rendre compte que nombreux sont ces pasteurs qui s'amusent dans l'hypocrisie, mais pourtant, ils sont conscients de la vérité. Ils savent que Branham a tout dit sauf la vérité sur cette question. Et même jusqu'aujourd'hui, quand on regarde la question de ce qui se passe dans le ciel, hein, on peut bien se rendre compte que même les habitants d'Arizona, jusqu'à la date d'aujourd'hui, continuent à voir apparaître dans leur ciel des nuages inhabituels qui sont toujours provoqués par des fusées. Jusqu'aujourd'hui, ça apparaît toujours. Déjà en septembre 2012, par exemple, un autre nuage mystérieux avait fait son apparition à Flagstaff en Arizona. Voici ce qui rapporte cet article. Échappement à la roquette. Échappement à la roquette. La chaîne de missiles White Sand au Nouveau-Mexique a testé hier l'intercepteur Patriot produisant un échappement de fusées irisées visibles aussi loin que possible, aussi loin que Phoenix, Arizona, Las Vegas et Salt Lake City. David Blanchard a photographié l'affichage de Flagstaff en Arizona. L'essai s'est déroulé comme suite. Une fusée Juno a été lancée à partir de Fort Wingate à Gallup, au Nouveau-Mexique. Cela a servi de cible à un autre missile intercepteur Patriot Advanced Capability 3, lancé peu après par White Sand. Un communiqué de presse de White Sand a confirmé le test et déclaré que le Juno a fonctionné comme prévu. Et dans une vue grand angle, Blanchard a capturé les gaz d'échappement de 2 missiles. Les frais généraux liés au croisement de l'une constituent un avantage considérable, a-t-il déclaré. Alors que les roquettes traversaient la haute atmosphère, la vapeur d'eau de leur gaz d'échappement se cristallisait pour former de minuscules cristaux de glace. Les cristaux diffracteurs la lumière du soleil, levant pour produire des couleurs irisées. Fin de l'article. Vous pouvez retrouver au lien qui est exposé là. Donc, vous voyez déjà. Et nous pouvons remarquer aussi que le nuage aperçu à Flagstaff en 2012 présentait des formes à peu près similaires à celles du nuage du 28 février 63, produisant des couleurs irisées, rose, bleu, vert. Voyez? En effet, lorsque la vapeur d'eau de gaz d'échappement de fusée se cristallise, cela forme de minuscules cristaux de glace. Ces cristaux diffractent la lumière du soleil pour produire des couleurs irisées. Et sa texture était fibreuse, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus. Voyez bien? Voyez? Or, selon le rapport de James McDonald, le nuage du 28 février 1963 présentait également des couleurs irisées, puisqu'il en a parlé et dans la source ici, dans Science Magazine, hein, à la page 292 du volume 140, publié en 1963, James McDonald avait dit ce qui suit. À partir d'environ 150 rapports communiqués par beaucoup de personnes, bien conscients qu'ils avaient vu un type de nuage sans précédent depuis des années d'observation du ciel,
il a été rapidement établi qu'il se trouvait au-dessus de Flagstaff en Arizona, qui présentait l'irisation de la sorte associée aux nuages stratosphériques nacrés de l'Arctique. 2, 3. Et que sa structure interne était très étrange. Les observateurs étaient presque en dessous. Les couleurs vertes et bleues étaient visibles et une dominante rosâtre était parfois notée. Une texture fibreuse décrite par plusieurs. Donc là, nous avons le lien aussi qui est là. Et un autre nuage inhabituel était apparu dans le ciel d'Arizona le 27 février 2015, de couleur rose. De nombreuses hypothèses plus ou moins surnaturelles ont été avancées pour tenter d'expliquer le phénomène. Et ces nuages étaient également restés visibles pendant une vingtaine de minutes avant de se dilater et disparaître. Lisez l'article jusqu'à la fin, chers amis branhamistes. Écoutez, suivez jusqu'à la fin, chers amis, car il y a plusieurs concordances avec les anges de William Branham du 28 février 63. Voilà. Donc, l'article nous dit quoi? Qu'est-ce qu'on nous dit? Mercredi, les habitants de l'Arizona ont rapporté avoir observé dans le ciel du petit matin un étrange nuage rose. Si l'apparition a suscité de nombreuses hypothèses, la NASA a finalement élucidé le mystère. Régulièrement, des singuliers phénomènes atmosphériques s'invitent dans le ciel terrestre. Ces derniers temps, de nombreux météores ont ainsi été observés, provoquant le moins des internautes et amateurs d'astronomie. Toutefois, cette dernière manifestation, survenue mercredi matin dans le ciel d'Arizona, s'avère très différente. Il s'agit d'un nuage mis en évidence aux premières lueurs du jour, mais celui-ci avait une couleur particulière, rose, bien évident. Bien entendu, le panache a laissé les habitants de l'Arizona quelque peu confus. Les images et témoignages circulant sur les réseaux sociaux font part d'un certain trouble. Aussi, de nombreuses hypothèses, plus ou moins surnaturelles, ont été avancées pour tenter d'expliquer le phénomène. Afin de rassurer les foules et d'écarter les théories les plus fallacieuses, la NASA n'a pas laissé le doute planer très longtemps et s'est prononcée pour expliquer l'origine du mystérieux nuage rose. Celui-ci était bien d'origine humaine et l'agence spatiale américaine en était même directement responsable. Un panache de vapeur relâché par une fusée sonde. Selon ses déclarations, le panache aura été engendré par une fusée de recherche lancée pour étudier les confins de l'atmosphère terrestre. Le lancement a eu lieu le mercredi à 5h26 heure locale et depuis le White Sand Missile Range. Cette zone militaire se situe au Nouveau-Mexique et est assignée à l'essai des fusées. Celle qui a décollé mercredi matin est une fusée sonde désignée pour l'appellation Terrier Black, Brent. Et selon les responsables du WSMR, le dispositif a été développé pour atteindre une altitude de 160 km et étudier depuis cette hauteur la formation de l'iconosphère, l'atmosphère supérieure de la Terre. Or, lors de son voyage, l'appareil a relâché dans l'atmosphère terrestre une petite quantité de vapeur. Les rayons du soleil en train de s'élever ont ainsi éclairé le panache qui conférait des teintes rosées en raison des éléments qu'elle contenait. Le spectacle aura duré une vingtaine de minutes jusqu'à ce que le nuage finisse par se dilater et disparaître. Le lien est là. Vous pouvez vérifier cela. Alors, donc, lorsque nous regardons ici, on peut alors chuter dans cette question et de comprendre ensemble avec vous que, comme l'avait déjà soulevé James McDonald dans ses interviews, les hypothèses qui ont été confirmées plus tard, après l'apparition du troisième nuage, le nuage du 28 février 1963 était provoqué par le chappement de l'ergol en grande quantité survenu lors de l'explosion de la fusée Thor Agena 2 au-dessus du Pacifique. Et ce gaz condensé a dérivé de la Californie jusqu'en Arizona par des poussées intenses de vent
soufflant de l'est vers l'ouest, dans le sens du vent dans la couche stratosphérique. Et ces gaz peuvent tenir des heures dans le ciel avant de disparaître en absorbant la lumière du soleil. Au coucher du soleil, il reste encore éclairé pendant quelques minutes en diffusant ainsi la lumière du soleil emmagasinée avant de se dissiper complètement. Ce schéma que vous pouvez voir ici explique toute la scène. L'explosion a eu lieu à Santa Barbara. L'échappement de l'Orgol, en forme d'anneau et vide au centre, a été poussé horizontalement de l'ouest à l'est par le vent violent stratosphérique jusqu'à Flagstaff qui est sur sa trajectoire. Ces nuages ne pouvaient pas se déplacer en direction de Tucson car elle n'est pas sur sa trajectoire comme le montre la photo. Alors si ces nuages étaient les anges de Branham, alors que sont-ils allés faire à Flagstaff au lieu d'aller directement à Tucson où se trouvait Branham? En outre, Branham lui-même confirme qu'il a rencontré ces anges dans une partie de chasse du 8 mars 63, donc une semaine après le fait. Or, le nuage du 28 février 63 n'est pas resté une semaine dans le ciel, mais il a été vu au coucher du soleil avant de se dissiper le même jour après avoir éclairé pendant 28 minutes en dégageant la lumière du soleil emmagasinée. Sur la base de tout ce qui procède, il est tout à fait clair que William Marion Branham n'aurait pas pu voir ou se tenir sous le nuage après une visite de cet ange comme il le prétendait, parce que le nuage est apparu le 28 février 63, mais il n'est arrivé en Arizona que le 6 mars 63 et il est allé chasser le 8 ou le 9 mars, le 7, le 8 ou le 9 mars. Vous voyez? Donc il chassait la javeline dans le sud de l'Arizona, près de Tucson, mais le nuage était dans le nord de l'Arizona, près de Flagstaff. Il a affirmé avoir vu le nuage et les 7 anges lorsqu'il chassait la javeline. Mais le nuage est apparu le 28 février 63, avant le début de la saison de chasse à la javeline. Et Branham prétendait avoir vu le nuage et les 7 anges le matin, mais le nuage n'est apparu que le soir et n'a été visible dans le ciel que pendant 28 minutes après le coucher du soleil. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour chuter? Depuis des décennies, des adeptes du message apprennent que le Seigneur lui-même descendra du ciel ou est descendu du ciel en 1963 dans les déserts d'Arizona pour faire le cri du commandement afin de leur donner la foi de l'enlèvement, ainsi que la résurrection qui sera occasionnée. On leur enseignait que la nuée était la preuve de la descente du Seigneur dans le ciel. Et on leur a aussi également enseigné que cette nuée était la confirmation divine du ministère de William Branham. Mais cependant, de nombreuses preuves indiquent que ce nuage est d'origine humaine et non surnaturelle. Il est clairement établi qu'il n'a pas été créé par des anges, mais par l'explosion d'une fusée. Or, le nuage n'était pas Jésus-Christ, descendant du ciel en 1963, et si le nuage n'était pas le Seigneur Jésus qui descendait du ciel en 1963, alors le message ne contient pas de cri de commandement, qui consiste, prétendument, selon l'interprétation de Branham, à préparer les gens à l'enlèvement. Alors, pourquoi William Branham nous a-t-il dit que le nuage avait été créé par des anges, alors que nous savons avec certitude absolument qu'il a été créé par l'explosion d'une fusée? Et avant de partir, nous reviendrons pour voir pourquoi est-ce que William Branham avait vu un visage dans ce nuage résultant de l'explosion d'une fusée et qui nous a dit que c'est Jésus comme Hoffman, alors que le nuage originel était vide au centre, absolument vide. Vous voyez, il n'avait absolument rien. Donc l'histoire du nuage ici a confirmé que William Marion Branham était un faux prophète. Avec tout le tripotage qu'il a essayé de faire avec cette histoire, nous parlerons. Nous n'arriverons point à épuiser le degré ou la quantité de mensonges que William Branham a dit au sujet de ces nuages. Mais pour vous qui suivez, chers amis, et qui avez pris conscience, et surtout à vous, prédicateurs, qui avez déjà compris que Branham a menti à ce sujet, vous devez prendre le courage d'abandonner le mensonge, de dire stop au mensonge.
Pourquoi est-ce que je dois aimer pratiquer les mensonges alors que je suis libre de pouvoir prêcher la vérité? Ne connaissez-vous pas le Seigneur? Ne vous a-t-il pas appelé au service? Ne savez-vous pas ce qu'il a fait? Mais priez le Seigneur qui vous parle, qui vous donne votre mission. Il n'a pas appelé un prédicateur pour qu'il soit le répétiteur de notre prédicateur. Non, il ne l'a pas fait. Voilà. Donc, chacun a un ministère, chacun a une vocation. Et surtout, lorsque le prédicateur qui est devant vous se dit qu'il est prophète, se dit qu'il est porteur d'une révélation inconnue, mais que vous découvrez par la suite qu'il n'a fait que puiser dans les travaux des théologiens ce qu'il vous a enseigné et mal enseigné aussi en faisant un syncrétisme qui n'a pas laissé un corps unifié. Mais d'où devait venir cette foi prétendument de l'enlèvement? D'où devait venir l'unification de l'Église épouse en un seul corps lorsque le pape américain vient, afin de résister à la tribulation? D'où est-ce que tout cela viendra? Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses dans le message de William Branham qui n'ont rien à voir avec la vérité, qui ne sont que des mensonges. Chers prédicateurs, prenez le courage de dire la vérité aux enfants. Ne vous amusez plus avec leurs âmes. Ils vous ont déjà tout donné. Ils vous ont donné tout ce que vous avez pris. Vous leur avez tout arraché. Mais rendez-leur quand même l'espoir du salut. L'espérance du salut. Rendez-leur quand même cela. Et l'espérance du salut consiste à leur dire la vérité concernant Branham et son message pour que ce dernier puisse se tourner alors vers Christ. Parce que tant qu'ils seront accrochés à Branham, ne comprenez pas que ce dernier était faux. Ils ne se tourneront jamais vers Christ pour être sauvés. Et votre salut aussi est en jeu. Ce n'est pas que les brebis qui ont besoin du salut, mais vous aussi, prédicateurs, qui suivez William Branham, vous avez aussi besoin du salut. L'heure est très avancée. Vous ne savez pas ce que la vie vous réserve. Il y a l'imminence de la mort. On n'a pas besoin de tomber malade pour mourir. On peut mourir sans être apparemment malade. Mais si vous n'avez pas réglé ces problèmes, que direz-vous devant le Seigneur? Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous au prochain numéro.